ravie de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes mercredi 19 février 2025. Il est 10h30 et c'est l'heure de votre rendez-vous Ma famille, ma vie. Alors ce matin, nous allons parler de comment repérer et prévenir la détresse psychologique des enfants. Nous, les adultes, avons plus de moyens d'expression, plus de moyens de détecter ce qui se passe à l'intérieur de nous, de demander de l'aide, contrairement aux enfants qui ne savent pas exprimer leurs ressentis. Et donc, ils le montrent par des actes. Donc, des troubles alimentaires, des cauchemars, des grosses colères, des enfermements dans leur chambre. Donc, tous ces signes sont des signes d'alerte. Nous verrons ensemble comment repérer tous ces signes et surtout comment faire pour leur venir en aide. Nous en parlerons donc dans la deuxième partie de notre émission avec le docteur Kautar Mazouz. Elle sera là avec nous, elle est pédopsychiatre et donc elle répondra à toutes ces questions et en même temps aussi aux vôtres. Vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 donc pour avoir vos témoignages, des questions aussi pour la spécialiste ou tout simplement nous faire partager vos expériences. Voilà donc pour le thème de ce matin et bien entendu dans la première partie, j'ai le plaisir de recevoir Lina Deramchi. Bonjour. Bonjour Mariam. Comme à l'accoutumée, je suis ravie de te recevoir. Ravie également d'être avec toi. Alors ce matin avec nous, tu nous parleras de Bouger et rêver, les clés du développement chez l'enfant. Chez les enfants, super. Donc ça sera avec toi dans ta rubrique Vitalité et bien-être. Quant à moi, aujourd'hui, donc dans l'info du jour, je vais vous parler des bienfaits de la marche. Vous verrez qu'ils sont nombreux et nous allons découvrir à quel est le meilleur moment de la journée pour marcher juste après le jingle. Voilà, donc marcher est un excellent exercice, que ce soit pour notre physique ou pour notre mental. Bien entendu, il faut trouver le temps de le faire, n'est-ce pas Lina? Absolument. Et alors, ce temps, on peut le trouver? Oui, on peut faire un petit espace dans notre journée pour le trouver. Absolument. Et en fait, comment faire cet espace? Comment créer ce petit moment qui est pour nous et surtout pour faire cet exercice? En fait, Lina, il y a trois façons de faire. Alors la première, c'est pour les gens qui sont du matin. Je ne sais pas, tu es du matin ou pas vraiment? Moi, un petit peu. Un peu. Donc pour les gens qui sont matinaux, qui aiment marcher plutôt le matin, en fait c'est un excellent exercice. Donc si vous avez le temps, et bien entendu votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez marcher le matin tout simplement parce que d'abord vous allez avoir tous les bénéfices de la lumière du jour, de la lumière du soleil, donc en fait qui va régénérer cette hormone, donc la sérotonine et la mélatonine qui va nous mettre en condition déjà pour avoir une excellente journée et en même temps pour régler notre sommeil, pour toute notre horloge biologique. Ça, c'est pour les matinaux, d'accord? Donc, pour ceux qui préfèrent l'après-midi, il y a des gens qui préfèrent, qui sont un peu plus en forme au milieu de la journée. Après le déjeuner aussi, c'est une excellente façon donc de digérer, effectivement, de faire baisser la glycémie aussi. Donc, après le déjeuner, on pourra continuer aussi la journée. Hein, c'est ça. On a toujours un petit coup de mou. Donc, après le déjeuner, on a toujours un petit coup de fatigue. Donc, si on profite de ce moment-là pour sortir marcher, une trentaine de minutes, 15 minutes, en fait, ce qu'on peut faire, hein, il faut commencer progressivement. Il ne faut pas directement passer à, on va dire, un timing élevé alors qu'on n'a pas, on va dire, l'habitude de le faire. Donc, on va vraiment suivre notre corps. Pour l'après-midi, donc, on a dit ça stabilise la glycémie, ça donne de l'énergie et ça aide à la digestion. Ça, c'est pour les gens qui préfèrent faire l'après-midi. Quant aux gens qui aiment marcher le soir, comme moi par exemple, moi je suis plutôt du soir, j'aime bien. Donc le soir, ce qui est bénéfique, c'est qu'on va d'abord retrouver un peu plus de calme, un peu plus de sérénité, à condition bien entendu de trouver le créneau horaire qui nous convient. Généralement, donc ce qui serait parfait, c'est après le dîner. En même temps, essayer de trouver des chemins tranquilles, loin du bruit, où on va pouvoir marcher et méditer aussi, donc un petit peu réfléchir à ce qui nous tracasse, ou peut-être même faire des programmes, hein, les préparer pour le lendemain. Et je ne sais pas si tu connais le dicton algérien qui dit, alors pour déjeuner, il te dit atghadda ou tamada, ou alors at'asha ou tmesha. Voilà, donc déjà on a commencé déjà à trouver quel est le bon rythme à avoir. Et en fait, le seul bon rythme qu'il faut avoir, c'est de se suivre, c'est de s'écouter. Parce qu'on va se dire non, je vais le faire le matin, on dit que c'est meilleur. Absolument pas. Il faut juste s'écouter, voir ce que nous préférons, nos préférences à nous, nos capacités aussi, de façon à l'adapter à cette marche qui est bénéfique. Alors pour le moral, pour le cœur, pour tout, pour le transit intestinal aussi, vraiment. Surtout aussi pour le taux de cortisol qu'on a dans le corps.
Absolument. Donc pour le faire baisser ou pour l'augmenter? Pour le faire baisser. Voilà, c'est surtout ça qu'on recherche. Voilà, donc pour les bénéfices de la marche, c'était l'info du jour. J'espère que je vous ai donné envie de marcher. Pour moi, ça sera le soir. Pour vous, à vous de voir quel moment vous convient. Voilà, et tout de suite, nous allons passer à Lina, donc vitalité et bien-être. Elle va se pencher sur les enfants plutôt. Exactement. Tout de suite après le jingle. Alors Lina, il est important pour les enfants de bouger. Exactement. De bouger et de rêver en même temps. Alors il y a une étude récente qui s'est posé cette question et qui a dit « Et si le mouvement permettait aux enfants de mieux rêver ?» Alors ils ont essayé de combiner les deux, d'où donc le titre « Bouger et rêver ». C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les enfants bougent. Beaucoup d'enfants sont hyperactifs, on le sait, mais les parents ont tendance à négliger l'importance de ces deux facteurs-là, donc des deux clés qui permettent justement à cet enfant de se développer, qui est donc bouger et rêver. Lorsqu'on parle de bouger, on parle vraiment de toute activité physique. Alors peu importe cette activité physique, de préférence les scientifiques et les médecins aujourd'hui conseillent une activité libre. Alors qu'est-ce que je veux dire par une activité libre? Une activité libre, c'est toute activité qui se fait donc à l'extérieur. Donc, on parle bien d'un contact direct avec la nature. Absolument. Et avec d'autres personnes. Donc, c'est très, très important. Donc, la sociabilité et en même temps être en harmonie avec la nature. Ça aide énormément au développement de cet enfant. Au lieu de rester chez soi, de peut-être faire une activité, mais seul et derrière quatre murs. Ça reste aussi faisable si toutefois cet enfant ne peut pas sortir ou que les parents ne sont pas en capacité de faire sortir l'enfant tous les jours. Mais il est important d'intégrer au moins une fois par semaine cette sortie où cet enfant pourra justement extérioriser toute cette énergie qu'il a accumulée, qu'il garde en lui, et surtout pour qu'il puisse se mettre en contact direct avec la nature. Alors je vais te donner un exemple très très simple. Moi je ne sais pas si toi tu t'es posé cette question, mais moi je me la pose souvent. Comment est-ce que les enfants d'avant arrivaient justement à grandir et à donc se développer émotionnellement parlant et tout. Donc je parle vraiment des anciennes civilisations. D'accord, très ancienne alors. Oui. D'accord, je pensais on allait parler de ma génération peut-être. Non, ça va, elle n'est pas si ancienne que ça quand même. Moi quand je parle d'ancienne, je veux vraiment revenir comme d'habitude, vers l'arrière. Donc la Grèce antique, l'Égypte. Alors en Grèce antique, ce sera qu'un exemple, mais ils combinaient toujours la philosophie et le mouvement. Alors les enfants grandissaient dans une école et cette école était donc spéciale. C'était une école où les enfants pratiquaient de la gymnastique et en même temps on leur enseignait la philosophie et l'art. D'accord. Et on arrivait à faire ça, ces trois choses en même temps. Oui. D'accord. Alors c'est pour ça que ces enfants étaient préparés justement psychologiquement au développement personnel à un très jeune âge. Et d'ailleurs ça a été prouvé aujourd'hui par nos scientifiques qui disent que ça aide énormément au développement cognitif et émotionnel des enfants. Alors, plus l'enfant prend exemple de l'adulte, et plus il va apprendre plus vite et comprendre. Et cette méthode, on l'utilisait également en Égypte. Alors en Égypte, les adultes faisaient en sorte de toujours emmener les enfants avec eux pour qu'ils puissent les observer. Et pour qu'ensuite ils puissent répéter ce que les adultes faisaient. D'accord. Voilà. Ok, donc une bonne initiation. Exactement. C'était que de la pratique, pas de théorie. Hein. Non, pas de théorie. C'est vrai que la théorie, ça peut être un peu lourd, un peu barbant aussi, il faut le dire. Hein. Oui, voilà. Exactement. Mais il favorisait également beaucoup les jeux en plein air, donc notamment les jeux avec des pierres, des os d'animaux. Il faisait en sorte de trouver des moyens de s'amuser, et c'est ce qu'ils ont appelé justement bouger activement. C'est le faire à l'extérieur, mais également utiliser son cerveau, donc utiliser sa créativité et son imagination, qui est également un volet très important. Effectivement, c'est vrai que plus on s'amuse, plus on est en contact avec la nature et plus la nature nous inspire. Hein. Donc ça va piquer notre curiosité, on va sûrement se rapprocher, toucher, et tout ça, ça met en marche un mécanisme de réflexion, de mémorisation, d'expérience aussi. Des fois, ça peut être, comme par exemple, toucher une plante qui va nous piquer ou quelque chose comme ça sera mémorisé, on va dire, jusqu'à la fin, on va dire.
Alors qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir quand même, les parents essayent toujours de surprotéger leur enfant. Absolument. Absolument, et ça, on le retrouve. C'est légitime, c'est normal. Mais si les scientifiques ont donné de bons conseils et ils nous ont conseillé justement de ne pas surprotéger les enfants. Parce que c'est cette surprotection qui va leur permettre, ou pas leur permettre plutôt, de développer leur intelligence émotionnelle. Ces enfants vont grandir, on va dire, sous une bulle. Et donc seront un peu plus sensibles à la société. Tandis qu'un enfant qui justement découvre, qui est directement en contact avec la nature, avec d'autres personnes, qui a du temps pour imaginer, rêver ou utiliser sa créativité, c'est un enfant qui va s'adapter très 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 vite. Un enfant qui va vouloir à chaque fois trouver des solutions. Donc des solutions à chaque problème. Un enfant qui sera débrouillard. Ah oui, effectivement. Donc ne pas tout leur donner sur un plateau d'argent, ce n'est pas leur rendre service. Et leur permettre de rêver également. On sait qu'aujourd'hui, les écrans ont pris énormément de place. Donc, comme d'habitude, nos scientifiques nous ont prouvé que ça limitait cette créativité et les rêves chez les enfants. Parce qu'en fait, ils trouvaient déjà tout sur leur écran et ils n'avaient plus besoin de s'imaginer quoi que ce soit, de rêver à propos d'une histoire, alors que même les anciennes civilisations, on ne va pas aller très loin cette fois-ci, ma génération ou la tienne. Alors les enfants, comment est-ce qu'ils s'endormaient ? Comment est-ce que tu t'endormais toi le soir ? Avant que je sache lire, une petite histoire que je réclamais. De temps en temps, mes parents me disaient « Oh, on n'a pas le temps », mais bon, j'insistais un petit peu. Exactement. Et c'est ça, figure-toi, qui développait notre créativité et notre imagination. Parce qu'il suffisait simplement de fermer les yeux, écouter cette histoire et on commençait à rêver. Absolument. Rêver de la nature, rêver des objets et c'est ce qui est très très bénéfique. Or, aujourd'hui, les enfants s'endorment avec des dessins animés, des films ou peut-être avec des jeux. Ce qui est quand même pas très bien. Pas très bien, pas très très bon pour leur imagination, pour leur développement aussi en général. Absolument. Donc il y a énormément de témoignages, Lina, qui reviennent à propos donc, de laisser ses enfants. Très souvent, on dit laissez vos enfants s'ennuyer. Oui, ça c'est très laisser ses enfants s'ennuyer. Il y a par exemple un grand écrivain donc, qui a écrit un best-seller qui est la trilogie des fourmis. Et en fait, quand on l'écoute, il raconte son enfance. C'était une enfance, il était un petit peu quand même seul, étant donné qu'il habitait, on va dire, dans un petit hameau un peu loin de tout le monde. Et donc, il passait son temps à observer les fourmis. En fait, c'est tout ce qu'il avait sous la main, c'est tout ce qu'il avait à faire. Et en fait, pour te dire à quel point ça peut être important et c'est bénéfique de s'ennuyer, donc des années plus tard, arrivé à la quarantaine, il écrit un livre sur ces fourmis et en fait, il avait eu énormément d'expérience et il a su en fait détecter pratiquement toute la vie des fourmis et il en a fait un best-seller. Oui. Et c'est ce qu'on a retrouvé également dans les anciennes civilisations. Par exemple, on laissait justement les enfants s'ennuyer pour qu'ils puissent comprendre un peu ce qui se passe autour d'eux, pour qu'ils puissent s'adapter, mais aussi pour qu'ils puissent développer cette créativité. Et c'était naturel. Alors qu'aujourd'hui, on essaye un peu plus de faire rentrer les enfants dans des cadres. Absolument. Alors, certes, ces enfants sont modernisés aujourd'hui, mais on ne leur donne pas ce temps, comme tu l'as dit, de s'ennuyer. Donc, de réfléchir par eux-mêmes, de développer leurs capacités. Au contraire, ils sont assistés du début jusqu'à la fin. Et cet assistanat ne va pas mener bien loin, parce que ces enfants vont développer une sensibilité accrue envers la société. Donc par exemple, ces enfants-là, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, seront plus susceptibles de ressentir un harcèlement ou peut-être même des détresses psychologiques. Absolument, absolument. Et ça, c'est justement l'une des raisons pour laquelle ces enfants développent cette sensibilité. Alors que si on permet à cet enfant, même si les enfants tombent et se blessent, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc s'il est tombé un petit bobo, un petit pansement et tout, et l'affaire sera réglée. Absolument. La prochaine fois, il fera plus attention par lui-même. Mais si, lorsque cet enfant tombe, les parents, c'est tout à fait normal, ils vont faire, on va dire, vont agrandir un peu l'histoire et puis vont prendre beaucoup trop soin de cette blessure. Ils vont lui donner de l'importance. Cet enfant également va donner de l'importance à cette blessure. Et puis il va commencer à être attaché à cette émotion qu'il va ressentir. Donc, il a été écouté, il a été soigné, ses parents se sont inquiétés. Au fur et à mesure, avec le temps, il va dépendre de cette émotion. Et donc, à chaque fois, ce sera un schéma répétitif.
Même dans la vie de tous les jours, même lorsque cet enfant grandira, lorsqu'il deviendra adulte, il développera toujours. Donc il cherchera toujours l'attention, il sera beaucoup plus susceptible, beaucoup plus sensible aussi. Exactement, beaucoup plus sensible. Chaque petit problème pour lui paraîtra énorme. Alors que si cet enfant se fait mal aujourd'hui, demain il fera attention. Et puis même s'il se fait mal, avec le temps, il arrêtera de dire à ses parents « Ah, je suis tombé ». Pourquoi? Parce que les parents ont banalisé cela. Plus on banalise quelque chose, plus l'enfant également va banaliser cela. Et avec le temps, il va développer une force. Exactement, voilà. Absolument. Ce qui est très très important dans le développement des enfants. Donc ce qu'on doit retenir de ta rubrique, Lina, c'est de protéger sans surprotéger. Absolument. De leur laisser ce monde d'enfants, ne pas tout de suite essayer de les rendre, on va dire, de les tirer dans le monde adulte. C'est ce qu'ils font très souvent. Ils se disent, ouais, ils sont petits, ils ne veulent pas grandir et tout. Ils auront tout le temps de grandir. Il faut leur laisser le temps de développer leur créativité. Absolument. Donc petits, on peut les amener au jardin, donc les laisser jouer avec la terre, toucher les plantes, observer les insectes, ne pas avoir peur. Hein. Par exemple, comme tu dis, banaliser. S'il se fait piquer par une abeille, bien entendu à condition qu'il n'ait pas d'allergie, c'est pas grave, au contraire, ça peut être bénéfique pour lui. Et surtout, donc à chaque âge, à chaque étape de la vie, il faut respecter donc leur développement, en même temps leur offrir essayer de faire de notre mieux. Je sais que c'est compliqué de nos jours. Les mamans travaillent, les parents sont très occupés. Trouver comme ça un petit créneau pour les enfants, il faut en fait le trouver, absolument. Exactement. Voilà. Donc éviter au maximum les écrans, minimiser le temps d'écran, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc, essayer par exemple de les mettre en contact avec leurs cousins, les voisins, bien entendu sous surveillance. Exactement, avec les amis, puis les laisser dessiner, les laisser leur donner un petit livre avec plein d'images, les laisser colorier. Il faut les laisser s'ennuyer. Laissez vos enfants s'ennuyer. Absolument, absolument. Et même aussi, s'ils mettent un petit peu de désordre dans la maison, c'est pas grave, c'est pas un souci, on pourra ranger après. Je l'ai fait très très souvent. Donc, par exemple, de la pâte à sel, c'est clair que la maison sera un petit peu salie, mais c'est pas grave. C'est un apprentissage obligé. Ce sont des moments qui vont s'ancrer dans leur mémoire et ça, ils retrouveront tout ça plus tard. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase, je vais clôturer avec ça. On dit « Un enfant qui bouge est un enfant qui grandit. Et un enfant qui imagine est un enfant qui apprend. » Parfait, super. Voilà. Très bien. Donc voilà, on en prend de la graine. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Merci pour cette rubrique. J'espère que ça vous a intéressé. Tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie, je vais y arriver, à la deuxième partie de notre émission, donc qui est la détresse psychologique chez les enfants, juste après ces images.
De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir Kautar Mazouz. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, comme je l'ai déjà annoncé, on va parler de la détresse psychologique chez les enfants scolarisés. Absolument. Et peut-être même aussi pour la petite enfance aussi au niveau des crèches et des maternelles. Oui. Voilà, donc tous ces signes de détresse. Vous pouvez déjà nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez des questions à poser ou si vous avez peut-être aussi des témoignages. Ils sont les bienvenus. Donc, docteur Kautar Mazouz, vous êtes pédopsychiatre. Voilà, donc ravi de vous recevoir. Une thématique assez sensible. Donc, moi, la première question que je voudrais vous poser, sont quels sont les signes de détresse psychologique chez l'enfant scolarisé? La détresse psychologique, en fait, n'est pas une pathologie en soi, mais c'est un ensemble c'est un état de mal-être, on va dire. C'est un état d'affliction, d'urgence, là où les capacités psychiques pour compenser un stress quelconque sont dépassées, on va dire. Donc, il s'agit c'est pas un seul symptôme ou un seul signe, parce que l'interprétation ne peut pas être univoque dans ce cas. Mais c'est un ensemble de symptômes qui peuvent relever de l'ordre psychique, mental, comportemental ou même carrément physique. Parce que vous savez, l'enfant ou l'adolescent aime instrumentaliser son corps. Donc, il y a ce passage d'interprétation du mal-être psychique au mal-être physique. Et je dis bien qu'il ne s'agit pas de simulation comme croient beaucoup de parents, mais en fait, c'est une somatisation. C'est-à-dire, si votre enfant se plaint beaucoup de maux de tête, de maux gastriques, des vomissements psychogènes, etc., c'est pas qu'il simule, mais en fait, c'est une somatisation, c'est une expression corporelle de son mal-être. Mis à part les signes physiques, il y a des signes psychiques qui peuvent être très alarmants, tels qu'un retrait social, un isolement, un désinvestissement scolaire, un désinvestissement pour les jeux, pour les pairs, pour les sorties familiales, ou carrément l'autre versant, une agitation, un investissement corporel dans le sens où il y a carrément aussi, des crises de colère allant jusqu'aux crises classiques, c'est-à-dire on commence carrément à saccager, à détruire et à casser. On peut avoir aussi des hétéro-agressivités, c'est-à-dire agresser l'autre, ou auto-agression telles que les manipulations corporelles, les automutilations, les vomissements provoqués, etc. Nous avons aussi des signes de l'ordre mental. C'est un cas un peu extrême, mais quand on est dans une dépression installée, par exemple, ou une détresse psychique de l'ordre post-traumatique, nous pouvons avoir des signes de l'ordre mental tels que cognitif, on va dire, un manque de concentration frappant, conduisant même à un déclin cognitif ou carrément à une chute du rendement scolaire, nous pouvons avoir des problèmes de la mémoire, etc. Donc, je dis bien que c'est un seul symptôme, ne peut pas être signifiant en soi, mais ça doit être l'ensemble des symptômes qui font une détresse psychologique. Voilà, donc en parlant de détresse psychologique, il y a aussi le harcèlement qui peut être un élément donc, de cette détresse. Je vous propose de regarder ensemble le sujet de Yasmine Chouir et on revient juste après. Il ne laisse ni bleu, ni cicatrice visible. Pourtant, il détruit lentement, profondément. Le harcèlement psychologique est une violence insidieuse qui enferme ses victimes dans un cercle de souffrance et d'isolement. Peu importe l'âge, le milieu social ou l'environnement, personne n'est à l'abri. Le harcèlement psychologique est une répétition de paroles, de gestes, d'actes qui sapent la confiance et détruisent l'estime de soi. Il peut prendre différentes formes, reproches constants, humiliation, manipulation, isolement, menaces déguisées. Il peut survenir au travail, en famille, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Il existe autant de situations que de victimes. Un conjoint qui rabaisse en permanence, un supérieur qui met une pression injustifiée sur un employé, un groupe d'amis qui exclut une personne et la pousse à l'isolement. Tout cela est du harcèlement psychologique. Quand une personne est exposée à un harcèlement répétitif, son cerveau entre dans une alerte constante. L'hormone du stress, le cortisol, est libéré en excès, perturbant le sommeil, la digestion et même la mémoire. L'accumulation de stress engendre de l'anxiété, de la fatigue chronique, voire une dépression profonde. La victime s'épuise, perd confiance en elle, se coupe du monde. Parfois, elle finit par croire qu'elle est réellement le problème.
Dans les cas les plus extrêmes, cette violence psychologique pousse au burn-out, aux pensées suicidaires. L'invisible devient alors insupportable. Le harcèlement psychologique ne doit jamais être ignoré. La première étape, c'est de reconnaître la situation et d'en parler. À un ami, à un collègue, à un professionnel. Il ne faut pas rester seul. Dans le cadre du travail, il existe des recours légaux qui protègent contre le harcèlement moral et permettent même de porter plainte. Au quotidien, il est important de fixer des limites, éviter de se laisser enfermer dans le silence, s'entourer de personnes bienveillantes, prendre du recul et se reconstruire. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le harcèlement psychologique a pris une nouvelle ampleur. Derrière un écran, certains se sentent intouchables. Messages anonymes, menaces, humiliations publiques, le cyberharcèlement peut briser des vies. Il faut se rappeler que personne n'a le droit de nous détruire, même à travers un écran. Bloquer, signaler et en parler sont des réflexes à adopter pour se protéger. Le harcèlement psychologique est une tempête silencieuse, mais comme toute tempête, il est possible d'en sortir. Se reconstruire prend du temps, mais c'est possible. Chaque être humain mérite le respect, la dignité et la paix intérieure. Si vous êtes victime ou témoin, ne laissez pas le silence s'installer. L'aide existe et personne ne mérite de souffrir en silence. C'était un reportage de Yasmine Chouir et comme on a pu le voir, donc chez les adultes, il y a ce moyen de communiquer, il y a cette conscience. Donc ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de vivre ou de subir, chose qui est différente donc chez les enfants. Comme par exemple le harcèlement scolaire, donc les enfants n'arrivent pas bien à comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça leur arrive. Est-ce que donc le harcèlement scolaire peut être un facteur pour cette détresse psychologique? Effectivement, disons même que c'est un des facteurs les plus rencontrés et primordialement quand il s'agit d'une détresse psychologique due au milieu scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est un phénomène qui devient très répandu dans nos écoles et puis parfois un peu même surdiagnostiqué par les parents. Oui, les enfants ont toujours été cruels entre eux, ça on le sait. Absolument, absolument. La difficulté qu'on rencontre actuellement, qui a été déjà soulevée dans le reportage, c'est le cyberharcèlement qui devient 2 fois plus dangereux. Parce que l'impact, il est encore profond. Parce qu'on ne connaît pas le harceleur et puis ils se sont protégés derrière l'écran. Mis à part ça, c'est la durabilité. Parce que par définition, le harcèlement, c'est la répétition. Mais le cyberharcèlement, chez les enfants, est plus que le harcèlement scolaire, qui est circonscrit dans la cour de récré. Il vous suit partout, parce que ce sont des enfants qui vous humilient. Un enfant qui humilie l'autre sur un réseau social. Donc il y a la permanence, l'acharnement. Il y a cette part d'acharnement, mais aussi beaucoup plus la durabilité dans le temps. Et ça dépasse les lieux parce que quand il s'agit d'un harcèlement scolaire, le harcèlement il est uniquement exclusif dans la cour de récré, dans la classe ou dans les vestiaires. Mais quand il s'agit d'un cyberharcèlement scolaire, il s'agit en fait d'une durabilité dans le temps. Ça vous suit, les insultes et le rabaissement vous suit même à la maison. Même dans vos cocons le plus sécurisé, il vous suit. Et vous n'y pouvez rien. Donc voilà, entre autres, le harcèlement scolaire reste une cause très très importante à déceler quand il s'agit d'une détresse psychologique scolaire. Et est-ce que tous les enfants montrent toujours des signes de détresse? Pas vraiment. Bon, allons déjà du principe que chaque être est un être exclusif et différent de l'autre. Chaque enfant, il a son expression d'expression, comment il exprime son mal-être. Donc, on peut aller de quelques signes vraiment très subtils qui peuvent même passer inaperçus à des signes flagrants et criards. Comme je venais de le dire, il y a des enfants qui s'expriment par le retrait, par l'isolement, par la tristesse. Le silence aussi. Le silence dans le sens où on a peur d'exprimer, de s'exprimer parce que on a peur de ne pas être cru, de ne pas être considéré, ou d'être carrément dans la marginalisation, la dédramatisation, où on ne parle pas parce qu'on ne va pas nous croire, on ne parle pas parce qu'on ne va pas nous considérer, et on ne parle pas parce que de toute façon, personne ne peut aider.
ou encore des enfants qui surprotègent leurs parents. Ou de temps en temps, ils se sentent responsables, la cause de tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, dans le responsable et aussi dans la surprotection des parents. Si je leur en parle, je vais juste rajouter une autre charge à mes parents. Et parfois aussi, ne pas leur poser des soucis. Tout à fait. Et aussi, ce pouvoir quand les harceleurs, c'est rendre la victime responsable de cette humiliation. Comme quoi, il y a des profils cibles pour le harcèlement, comme quoi il y a des personnes qui méritent cette humiliation. D'accord. Donc, quel est le rôle de l'école dans la protection et surtout dans le repérage de ces signes chez l'élève? Oui, en fait, le harcèlement, c'est une cause, entre autres, mais il y a beaucoup de causes qui peuvent engendrer une détresse psychologique. Peut-être on va en parler plus tard, mais les signes sont presque les mêmes parce qu'il s'agit d'un état de mal-être, quelle qu'en soit la cause. Alors, les signes sont presque les mêmes que nous avons cités précédemment, donc, mais à l'école, il y a une particularité. C'est le cadre, en fait, pédagogique et le cadre académique. Donc, vous savez que l'école est le deuxième lieu de sociabilisation le plus important après la maison. Donc, même si vous croyez connaître votre fils, son maître ou sa maîtresse, ou en fait, je veux dire, son enseignant, peut aussi le connaître aussi bien que vous, en tant que parent. Absolument. Parce qu'il connaît ses comportements, il connaît ses réactions, son investissement, etc. Donc, mis à part les signes que nous avons cités tout à l'heure, il y a l'aspect académique. Donc, lorsqu'il y a un désinvestissement scolaire, ça peut susciter l'intérêt de l'enseignant. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un enfant, un bon élève et qui s'investit. Pas forcément un élève le meilleur de sa promo, le meilleur de sa classe. C'est-à-dire qu'il est studieux, qu'il fait ses devoirs, qu'il arrive à rester calme. Exactement, exactement. Il a de bonnes conduites, on va dire, scolaires et comportementales. Quand il y a cette cassure avec l'état antérieur, ce qu'on appelle en psychiatrie, on ne reconnaît plus cet être. On ne reconnaît plus cet enfant qui commence à avoir des comportements, on va dire, parasite. Il n'a jamais été comme ça et maintenant il est devenu une personne qu'on ne reconnaît pas. Mais surtout sur le plan éducatif, qu'on peut avoir la puce à l'oreille. Par exemple, un désinvestissement, comme je dis, par exemple des troubles du comportement en pleine classe, mais pas que la classe, même dans les vestiaires, dans la cour de récré. Attention, c'est un lieu très 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 important. On fait carrément des études dans la cour de récré parce qu'il se passe des choses et on peut reconnaître la détresse aussi dans la cour de récré. Par exemple, l'isolement dans la cour de récré des enfants, on va dire, de la primaire ou du collège. Quand il y a un isolement, quand il y a un retrait, on va commencer à se poser des questions. Il y a aussi donc des moqueries qui vont être faites par les enfants aussi, donc ça pourrait être aussi encore un élément aggravant. Oui, un élément aggravant dans le sens où c'est une causalité. Là, si on parle de la causalité, des liens de causalité ou des causes qui peuvent engendrer une détresse scolaire, la détresse scolaire, dans son sens, elle est large. Parce qu'en fait, elle peut porter le sens où la détresse scolaire, la détresse psychologique en milieu scolaire, soit la causalité extrascolaire ou intrascolaire. Quand il s'agit d'intrascolaire, c'est clair. Bon, nous avons 2 ou 3 thématiques. Un acharnement du professeur sur l'enfant, une surpression, comme on est en train de voir malheureusement ces derniers temps, la pression pédagogique exercée sur les enfants, mais aussi le harcèlement scolaire, comme nous avons dit. Mais quand il s'agit d'extrascolaire, c'est ça le plus grave. Parce que l'école, elle n'y est pour rien. Et là, les enseignants peuvent se dire ou peuvent se donner la raison de ne pas intervenir puisque la cause ne vient pas d'eux, ne vient pas de l'école. Mais vous voyez, lorsqu'il y a un problème, des problèmes familiaux, intrafamiliaux, des problèmes de l'ordre social, ça peut vraiment engendrer une détresse psychologique qu'on peut repérer à l'école. Quand il y a un couple en cours de séparation, par exemple, en instance de séparation, la naissance d'un puîné, par exemple, un déménagement, une crise financière, un enfant endeuillé, toutes ces causes peuvent être de grand poids sur une séparation aussi ou un divorce qui peuvent vraiment être vraiment lourds à porter pour les enfants. L'enfant peut être profondément impacté parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La séparation
l'opération peut arriver, mais il faut penser à préparer son enfant au moins, ou bien comprendre au moins sa détresse psychologique. D'accord. Donc, on va juste rappeler le téléphone. Vous pouvez nous joindre au 021 23 98 91, donc pour témoigner ou partager une expérience et en même temps aussi poser des questions à notre spécialiste. Donc, on va revenir donc un petit peu à l'école, donc ce lieu qui est en fait la ligne 1 pour détecter un quelconque changement chez l'élève. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de repérage, en fait, on sous-entend le dépistage. Mais le dépistage, il faut faire attention parce que ce n'est pas un diagnostic. En fait, c'est l'étape pré-diagnostic. C'est pour ça, à travers cette émission, je tiens justement à émettre ce message aux enseignants qui viennent généralement à la consultation avec les élèves ou lorsqu'on fait nos correspondances, on me dit, docteur, moi j'ai peur de mettre une étiquette sur l'enfant. Je lui dis justement, vous n'avez pas à le faire. Je tiens à les rassurer que vous n'êtes pas responsable de mettre des étiquettes quelconques ou de faire des diagnostics, mais au moins de faire un repérage. La question qui se pose et qui me revient toujours, quels sont les outils que je peux utiliser pour repérer cet enfant? Absolument. Justement. Alors, quels sont ces outils justement, le problème, enfin, j'ai pas envie de dire un problème pour un peu dédramatiser la situation, on va dire les défis qu'on rencontre à l'école algérienne, c'est que nous avons de bons enseignants, mais pédagogiquement parlant. Mais le malheur qu'ils ne sont pas bien formés dans le sens extra-pédagogique, c'est-à-dire dans la santé mentale et psychologique de l'enfant. On n'est pas assez bien outillé, assez bien formé. La médecine scolaire, elle est là. Mais quand elle est périodique, elle peut détecter par exemple des maladies de l'ordre somatique. Mais un dépistage psychologique, il faut que ce soit une personne qui est durable dans l'axe du temps. C'est une personne qui doit connaître l'enfant. Par exemple, moi, si j'ai envie de dépister une détresse psychologique ou un problème psychologique quelconque, je ne peux pas demander au voisin, je ne peux pas demander à la mamie qui ne voit pas, par exemple, son petit enfant. Il faut que je le fasse avec un parent ou un tuteur qui connaît bien l'enfant. C'est la même chose à l'école. On ne peut pas faire un dépistage à travers un médecin de la médecine scolaire. On le fait avec la ligne 1, c'est-à-dire la personne qui connaît l'enfant. Elle le rencontre au moins quotidiennement. Donc, elle peut avoir une idée sur sa personnalité, sur l'ensemble de sa mosaïque d'être. Justement, je voudrais qu'on mette l'accent sur ça parce qu'il est très très important. Donc, ce dépistage, on va dire, ou ce premier regard, ou on va dire cet enseignant qui remarque un changement, donc il va systématiquement, peut-être parce que cet élève perturbe un peu la classe, mais en fait, il va faire, on va dire, appel aux parents. Il va déjà toucher un mot. Et ça, c'est déjà un premier pas. C'est un pas déjà vraiment très, très important. Très important. Je dirais même c'est la moitié du chemin. Absolument. C'est la moitié du chemin, parce que le commencement est la moitié de tout. Lorsque si on commence déjà à dire, ben, il se passe quelque chose, c'est juste mettre la puce à l'oreille, réveiller le parent et soulever, pas l'inquiétude, mais au moins susciter l'attention des parents, parce que vous savez, on croit connaître son enfant, mais vous connaissez juste l'enfant que vous avez. Vous ne connaissez pas les rôles sociaux qu'il exerce. On n'est pas hors du groupe, on le connaît seul à la maison. On connaît son fils. Donc, on va dire un rôle social. Mais on ne connaît pas l'élève, on ne connaît pas le voisin, on ne connaît pas l'ami, on ne le connaît pas assez bien. Absolument, c'est vrai. C'est des choses qui nous échappent, nous parents, qu'on le veuille ou non. Absolument. Il faut accepter justement que ça nous échappe. Il faut justement accepter le regard de l'autre sur notre enfant et l'accepter avec bienveillance. Ne pas prétendre, moi je connais mon enfant, il n'aurait pas pu commettre ça, il n'aurait pas pu faire ça. Il faut accepter. Et il faut aussi faire confiance à certains professionnels parce que le regard il est important. Peut-être il est même plus objectif. Vous voyez. C'est vrai que nous, en tant que parents, on a un regard un petit peu peut-être biaisé, puisque c'est notre enfant à nous. Absolument, parce donc, que l'affect est là, il peut biaiser ce regard et ce jugement que l'on a sur l'enfant. Et puis, ce n'est pas un jugement global, c'est un jugement, comme je vous ai dit, d'un rôle social qui est uniquement exclusif, parce que c'est votre fils, c'est votre fille, et ce n'est pas votre élève, et ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre copain. Et en ce moment, on n'arrive pas à faire des jugements, on ne peut pas détecter. Donc,
manque et déceler certains comportements qui sont, on ne va pas dire pathologiques, mais qui sont quand même, qui nécessitent une attention particulière. Donc, d'où l'importance, comme on le dit, hein, donc la ligne 1, tous ces professeurs, les directeurs aussi sont... Oui, les chefs des établissements. Voilà, les chefs des établissements sont aussi concernés. Voilà, ils sont concernés, ils sont appelés à faire ce genre de pas. C'est appeler les parents ou carrément le médecin ou le psychologue de l'établissement. On me dit parfois, mais devant quels symptômes je dois agir? Devant quels symptômes je dois dire que c'est inquiétant, que ça ne relève pas du développement de l'enfant? En fait, c'est la question qui se répète le plus souvent, mais le plus important, c'est de savoir que nous avons des signes, quel que soit le signe, parce que vous savez, une détresse psychologique, par définition de l'enfant, c'est une détresse de l'adulte. Un enfant dérangé, c'est un enfant qui dérange. C'est la première règle. Donc, il ne faut pas vraiment absolument. Il ne faut pas vraiment un savoir-faire très profond pour pouvoir remarquer un enfant qui a changé. Voilà. Ça relève de l'observation quotidienne que nous avons. Je dis même une observation spontanée. Hein. C'est pas l'observation genre étiquetée avec un calepin, etc. C'est le regard que l'on porte sur les autres. C'est la communication humaine qui fait que je peux apercevoir un changement quelconque. Mais le plus important, c'est quand est-ce que je dois savoir que c'est grave, que ça relève un peu pas du pathologique, mais qui nécessite une attention particulière lorsque ces comportements que nous avons cités tout à l'heure sont durables dans le temps. Ou bien ils sont fréquents, ou bien ils sont intenses. On peut donner à peu près, on va dire, une fourchette, par exemple, de temps pour un petit peu aider les parents, on va dire. C'est pas parce que ça fait une semaine, 15 jours que l'enfant est turbulent ou qu'il a un petit peu des sauts d'humeur. Ça dépend de quels symptômes nous avons. Lorsqu'il y a une cassure brutale, quand on dit une cassure brutale, c'est-à-dire un changement brutal. Donc vraiment radical. Vraiment radical. Là, on ne peut pas vraiment attendre 2 ou 3 mois lorsqu'il y a, par exemple, de grosses crises de colère, par exemple, on ne peut pas attendre devant là où on aperçoit l'enfant en train de prendre des substances psychoactives. Là, on ne peut pas attendre. Vous savez, l'histoire du temps, elle est vraiment controversée en psychiatrie parce que vous savez, parfois, si on donne du temps à un arbrisseau, il pousse. Donc, ça fleurit. Mais si on donne le temps à une mayonnaise, un flocon de mayonnaise qui est en dehors du frigo, il va pourrir. Absolument. Donc, c'est vraiment controversé. La même notion. Donc, on peut attendre devant certains faits, pas pour dire, par exemple, ils vont disparaître, mais juste c'est une latence pour voir s'il s'est vraiment installé. Mais il y a des signes qui sont tellement intenses qu'on ne peut pas attendre, en face desquels on ne devrait pas faire réticence. Donc il y a certains signes qui, on va dire, qui sont... Les criards, par exemple, il y a des agitations. Voilà, c'est des signaux d'alerte qu'il faut prendre en compte très rapidement. Mais par exemple, il y a certains, je dis bien entre guillemets, parce que nous, on ne fait pas de jugement de valeur envers les enfants. Par exemple, certains jugements tels qu'un enfant effronté, un enfant qui devient insolent, un enfant qui répond au professeur et qui ne le faisait pas. Là, on peut attendre 2 à 3 semaines, 2 à 3 mois et éveiller l'inquiétude des parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas comme ça, il est devenu comme ça. Donc, il se passe quelque chose. Par exemple, lors des cantines, cet enfant, il mangeait de tout, il mangeait bien, il réclamait même une deuxième assiette. Mais maintenant, il ne mange pas. Par exemple, à la récré, il était avec ses potes, avec ses copains de classe, il faisait les projets en groupe. Maintenant, il s'isole. On peut attendre, donner le bénéfice du doute. Peut-être il s'agit d'un manque de sommeil, un petit manque d'appétit, vous voyez. Mais si c'est durable dans le temps, 2 à 3 semaines, 1 mois, 2 mois, là, on peut éveiller l'inquiétude des parents en leur faisant des convocations ou carrément des correspondances pour comprendre le pourquoi du comment. D'où l'intérêt de ce cahier de correspondance qu'ont les élèves. C'est très important. Où les professeurs mettent des notes, des mots, donc, pour un petit peu alerter les parents. Exactement. Voilà. Et la correspondance avec les parents, elle a été toujours bénéfique parce que c'est avoir le regard de ce qui se passe à l'école, la chose qui échappe aux parents. Mais aussi, quand il s'agit de gros signes comme ça, appeler les parents, mais aussi les alarmer dans le sens où il faudrait voir aussi un professionnel de l'enfance. Il ne faut pas plus avoir ce tabou, et encore heureuse, parce qu'avec cette génération de couples parentaux, franchement, on est très très content parce qu'il y a cette approche. On n'approche pas le médecin psychiatre de l'enfant et de l'adolescent avec pincette, mais on vient demander, même pour des petites rechutes
dans le mode comportemental. Par exemple, quand il y a un rendement scolaire qui est plus ou moins abaissé, là, les parents ils viennent consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe avec leur enfant. Et franchement, c'est une bonne étape pour notre société. Absolument. Et on voit aussi le changement de la société. Autrefois, c'était un peu tabou. Peut-être même ça ne se faisait pas. Les parents n'osaient pas ou n'avaient pas envie d'aller vers des professionnels. Or que maintenant, ils le font vraiment avec, on va dire, c'est pas avec plaisir. Ils sentent avec la beaucoup nécessité. d'intérêt. Avec Oui. beaucoup d'intérêt. Oui, oui, oui. En fait, je fais partie de cette génération, donc je ne peux pas prétendre comparer avec l'ancienne, mais je peux savoir qu'à l'heure actuelle, vraiment, nous sommes en face de couples parentaux qui viennent demander carrément un savoir-faire, comment je peux me comporter avec l'adolescent, même en dehors de toute nosographie pathologique, même en dehors de toute pathologie ou comportement déplaisant, ils viennent s'outiller auprès de nous et ce qu'on appelle le coaching parental ou ce qu'on est en train de faire des psychoéducations donc, pour savoir se comporter avec son enfant. C'est dire qu'ils sont soucieux maintenant de la santé mentale des enfants. Autrefois, c'était surtout la santé physique qu'on surveille de très près. Maintenant, la santé mentale aussi est une priorité chez les parents. Donc, quels sont les premiers gestes à faire pour venir en aide donc à des enfants en détresse psychologique? Oui, je vous remercie pour cette question parce que voilà, c'est vraiment le cœur de la pratique. Parce que les enseignants, une fois, ils sont informés. Et vous savez, nous sommes dans une ère d'information très rapide. À travers Internet, on peut se documenter. Absolument. Donc, même s'il n'y a pas de formation étatique, même s'il n'y a pas, par exemple, des programmes visés pour la formation du personnel, on peut faire cet effort et s'informer. Le problème, c'est que pour intervenir, il faut qu'il y ait un savoir-faire d'un spécialiste. Mais le problème, enfin, je dis toujours le défi que nous avons en pédopsychiatrie, c'est que, vous savez, même une feuille d'un arbre est plus légère quand on la porte à deux. Absolument. Et alors, quand il s'agit d'un enfant, on est dans l'obligation de le porter tous et en même temps. Tous, mais en même temps aussi. Donc, c'est l'intérêt de la multidisciplinarité. Quand il s'agit de comment réagir, nous avons parlé tout à l'heure que les causes sont multiples. Donc, à chaque cause, il y a une intervention particulière. Et ce n'est pas univoque. Il n'y a pas une recette magique pour guérir les bobos de l'âme. Donc, il y a chaque enfant et chaque contexte, il est particulier. Quand il s'agit d'une particularité familiale, par exemple intrafamiliale, nous, on fait des thérapies systémiques, des thérapies familiales, parce que vous savez, c'est la théorie un peu des vases communicantes. Quand vous voyez un mal-être chez l'enfant, soit il le transmet à ses parents, soit il l'a absorbé de ses parents. Absolument. Donc, on réagit de la sorte et on instaure un climat bienveillant. Donc, déjà trouver familial. la cause, déjà essayer de trouver la cause pour intervenir dans le sens psychothérapeutique. Mais l'école reste toujours un pilier très important. C'est une colonne vertébrale, allons dire. C'est une colonne vertébrale pour le pédopsychiatre parce que c'est sur laquelle on repose, c'est sur laquelle vraiment on s'appuie pour faire cette prise en charge qui doit être continue. Parce que si on la réduit à la maison, on l'a réduit au cabinet, on a traité le rôle social, comme je vous ai dit. On ne va pas traiter la personne dans sa prise entière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour répondre à votre question plus concrètement, nous, on essaye d'émettre des mails ou des correspondances écrites aux professeurs pour les aider, on va dire, à gérer l'enfant et avec des rapports médicaux, mais aussi avec des consignes carrément bien claires, concises et vulgarisées, pour qu'ils sachent comment se comporter avec cet élève et avec cet enfant. Par exemple, pour les enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux et dont les signes étaient très subtils, maintenant ils sont plus flagrants, on propose une aide psychoéducative. Pour les enfants qui présentent des détresses psychologiques, par exemple le post-viol, le post-traumatisme, on peut aider aussi à travers des consignes qu'on donne aux professeurs. Donc toujours la solution, c'est le professionnel de la santé qui peut faire des correspondances avec l'enseignant, soit dans l'intervention thérapeutique, mais aussi pour confirmer le diagnostic. Par exemple, chez les enfants hyperactifs.
qui ont des TDAH. Alors, je peux faire mon anamnèse, l'interrogatoire médical avec les parents, mais pour confirmer le diagnostic, il faut aussi que je fasse appel aux enseignants pour remplir des grilles, pour remplir quelques questionnaires. Donc, l'intervention de l'école n'est pas uniquement dans la prise en charge, mais aussi pour la confirmation du diagnostic. Et l'accompagnement donc aussi de cet enfant. Bien entendu, la prise en charge, on entend par ça l'accompagnement de l'enfant, donc leur intervention en tant qu'intervenant pédagogique. Voilà. Par exemple, au niveau des parents, quelles sont on va dire, la marche un petit peu à suivre pour pouvoir venir en aide à leurs enfants? C'est très bien que certains enfants, c'est assez compliqué, ils ne veulent pas raconter tout à leurs parents, il y a cette espèce de timidité, une espèce de pudeur. De quelle manière un petit peu comment doivent faire ces parents? Je viens de dire, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne s'agit pas d'une recette. Et il s'agit pas de la communication, peut-être éviter le jugement. Oui, je vais en venir, mais je veux dire, il n'y a vraiment pas de recette personnalisée. En fait, justement, c'est une sorte de recette personnalisée pour chaque enfant et pour chaque cas, pour chaque cause. Mais, quand vous venez c'est bien de dire, quand il y a une communication bienveillante, c'est-à-dire la communication, elle est fluide entre le parent et l'enfant. Et vous savez, on ne peut pas surprotéger son enfant. Même si on veut, on ne peut pas. On ne peut pas éviter l'inévitable. Quand on ne peut pas vivre sans stress. Donc on ne peut pas, pour prétendre vouloir épanouir son enfant, réduire tous les stress et éliminer tous les stress de la vie. Comme ça, c'est l'impensable, c'est impossible à réaliser. Mais si on réalise et on arrive à tisser des liens et nouer des liens solides avec son enfant qui reposent sur la bienveillance, sur la franchise, sur la confiance surtout. Quelle confiance. J'aime bien ce le point. Mot est vraiment très lourd. Établir ce lien de confiance entre l'enfant et le parent. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu peux me raconter. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive, je ne te jugerai pas. Je peux juger tes actions, mais je ne juge pas tes personnes. Si on éduque son enfant, si on l'élève, entre guillemets, sur cette manière et sur cette voie, c'est-à-dire si je critique ton comportement, mais je ne critique pas ta personne. Ici, c'est un style de vie, vous savez, madame. C'est une voie d'être, c'est une construction d'être. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient pas de demain. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va établir déjà dès la petite enfance. Exactement. Depuis le J0, depuis la naissance, on établit ce lien parent-enfant sur le lien de la bienveillance et la compréhension, mais surtout de la confiance, comme je vous ai dit. C'est quoi qu'il arrive, tu me racontes tout, mais je ne jugerai pas ta personne, je jugerai tes actions. Même si tu vas être sanctionné ou puni, tu vas l'être pour ce que tu as fait et pas pour ce que tu es. Et quand l'enfant il se lève... Qu'il intègre cette notion. Absolument, il arrive, on construit l'adulte de demain et donc il va avoir cette notion de refuge. Mon père ou ma mère, mes parents sont un refuge et sont des personnes qui peuvent m'aider lorsque mes mécanismes d'aide sont dépassés. Une question un peu, on va dire, c'est pas qu'on va sortir du sujet, mais on va rester dedans. Donc les adolescents n'aiment pas des conseils. C'est que même si on essaye, on les aborde avec bienveillance, avec gentillesse, il y a cette espèce on va dire, de réticence qu'ils ont. Ils n'aiment pas quand on les conseille. Comment Je suis d'accord. En fait, c'est la particularité de l'adolescent a suscité toujours beaucoup de débats, ça on le sait. Il est très très particulier d'aborder un adolescent, mais vous savez, un adolescent, c'est à partir, on va dire, de 12-13 ans. Donc vous avez déjà 12 ans pour préparer votre vie. Et cet adolescent, 12 ans déjà. Mais vraiment 12 ans, c'est toute une vie. 12 ans pour préparer. L'adolescence, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper aux réponses, on ne peut pas échapper aux comportements plus ou moins violents, plus ou moins agressifs, la liberté. Déjà, et si vous voulez la vérité, même il y a cette problématique parentale. On ne veut pas voir, on n'accepte pas voir son enfant s'autonomiser. On ne peut pas accepter cet enfant qui dormait dans nos bras jusqu'à l'âge de 10 ans, maintenant devenir un homme et qui demande sa liberté, qui demande son argent de poche, qui réclame son repas préféré, etc. On a du mal à l'accepter. Donc déjà, c'est un travail qu'on doit faire sur soi en tant que parent. C'est accepter que l'enfant d'hier est en train de se transformer en adulte. Il faut l'accompagnement. L'accompagnement est le mot.
L'accompagnement, c'est-à-dire accepter sans se résigner, c'est-à-dire punir, sanctionner mais sans punir. C'est s'opposer, mais sans être comment dire, le rabat-joie, le papa rabat-joie. C'est une notion d'équilibre qu'on trouve avec son adolescent. Mais les adolescents, croyez-moi, ils aiment les conseils. Hein. C'est l'impression qu'ils donnent. Même s'ils ne le montrent pas. Même s'ils ne le montrent pas. Au contraire, ils en ont besoin. Peut-être c'est juste savoir faire un petit zoom out. Au lieu de faire trop de zoom in sur la personne, il faut un peu s'éloigner et le regarder de loin. Quand il y a des lignes rouges qu'on peut établir avec son adolescent, pour qu'il ne touche pas au tabou, pour qu'il ne touche pas à certains comportements qui peuvent compromettre ses opportunités en tant qu'adulte à l'avenir, c'est pas grave, on peut accepter, on peut tolérer certains comportements. C'est une sorte de contrat qu'on fait avec son adolescent, une sorte de contrat qu'on fait avec son enfant, et compromettre et peser bénéfice-risque. Voilà. Bénéfice-risque. On va revenir aussi, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, je voudrais qu'on revienne sur l'importance des enseignants. Donc, surtout aussi avec les adolescents, il faut dire que les enseignants ont beaucoup de travail parce que c'est un âge déjà compliqué pour les parents. Il faut savoir que même les enseignants aussi font face donc aux humeurs des adolescents. Mais le plus important, je voudrais qu'on revienne sur cette écoute donc qu'il y a entre les parents et les enseignants. L'importance de donner de l'importance à ce que dit l'enseignant quand on vous alerte. C'est très important cette alliance. Cette alliance que quand les professeurs avec les parents, elle doit être entreprise, il doit y avoir un investissement entre les parents et les enseignants. C'est un transfert d'informations et aussi pour avoir un regard. L'enseignant, il regarde la personne X comme étant son élève, le parent, il la regarde comme étant son enfant. Donc si on va épouser les deux regards, on va avoir un regard entier sur la personne. Très bien. Donc, on a un appel de Kamla de Paris. Bonjour, Kamla. Oui, bonjour. Merci de votre appel. Merci pour cette émission. Oh, combien formidable. Inch'Allah, il y aura d'autres émissions. Inch'Allah, merci. Alors, juste, je vais souligner le détail le plus important parce que je ne vais pas monopoliser l'antenne. La dame, la psychologue, qui a parlé de quelque chose qui est très, très, très profond. Oui, nos enseignants, c'est des diplômés. Oui, ils ont des études. Oui, mais la psychologie à Sahibti, je laisse à désirer. Vraiment, ils ont besoin d'être formés, d'être accompagnés. Comment accompagner un enfant dans sa globalité? Je suis une directrice de crèche et l'accompagnement des professionnels dans le domaine de la petite enfance, c'est primordial. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne matinée et bravo. Merci beaucoup. Voilà donc l'importance d'être formé et surtout d'être là pour ses élèves. Absolument, parce que on ne peut pas le nier. Pour avoir un savoir-faire, il faut être formé. Il faut qu'il y ait des formations professionnelles, intenses, fréquentes, périodiques, parce que l'approche d'un enfant, encore un enfant bas âge, des cycles de formation aussi sûrement qui vont être intégrés, absolument. Très réguliers, ou carrément dans le cursus des gens qui veulent on va dire prendre la carrière, le chemin de la carrière d'un enseignant. Un enseignant qui est une lourde responsabilité. Absolument. Oui. Un très très beau métier aussi, l'un des plus beaux métiers du monde, il faut le dire. Tout à fait. Voilà, très bien. Donc un petit résumé, donc un dernier conseil. Un dernier conseil, ce que je tiens à tirer les enseignants. D'abord, c'est pas des éloges qu'on leur fait, mais absolument, ils sont nos co-thérapeutes. Absolument. Ils sont vraiment des personnes sur qui on compte beaucoup, soit dans notre diagnostic, soit dans notre prise en charge. Dans le diagnostic, c'est eux qui peuvent confirmer ou infirmer certains signes rapportés par les parents. Et aussi pour la prise en charge, parce que sans eux, on ne peut pas avoir une prise en charge continue, ni une prise en charge efficace. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs aux signes majeurs, puisqu'on est dans le récapitulatif.
ne sous-estimez pas un petit retrait social, ne sous-estimez pas les désinvestissements scolaires, ne sous-estimez pas les plaintes somatiques, les énurésies, les troubles sphinctériens, tout. Lorsqu'il y a un changement dans la personnalité de votre élève, s'il vous plaît, ayez l'attention d'appeler les parents ou carrément signaler au chef de l'établissement. Donc n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. N'hésitez surtout pas. Très bien. Merci beaucoup, Dr Mazouz. C'était un plaisir. En tout cas, un sujet passionnant. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Donc à lundi prochain, mais restez toujours sur les...